Bonjour à tous et bienvenue à cette session choc et reprise inégale. L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les recettes des pays en développement. Cela fait partie des journées fiscalité et développement. Je suis Alexander Pick. Je fais partie de l'équipe analyse au sein de la division fiscalité de l'OCDE. Aujourd'hui, nous avons Madame Marion Modeka qui vient de la division fiscalité qui va nous donner un contexte pour aujourd'hui en nous parlant des données de 2020-2021 sur la fiscalité. Plus de 130 pays sont inclus dans la base de données sur la fiscalité. Ensuite, nous aurons une discussion avec quatre orateurs de Jamaïque, de l'Union africaine, qui nous parleront des impacts et de la reprise après la Covid-19. Nous aurons ensuite une session questions-réponses avec nos panélistes et notre audience. Nous aurons un responsable du soutien budget et de la politique fiscalité qui va également nous faire quelques observations. Donc, nous avons un programme très dense et je vais donc tout de suite passer la parole à notre directeur de la Setsuko Saya de la fiscalité. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre présentation très intéressante. Chers orateurs, éminents orateurs et participants, merci de m'avoir invité à participer à ces journées fiscalité et développement et à cette session concernant la reprise. Je suis Setsuko Saya, directrice adjointe du Centre de développement de l'OCDE. Il s'agit d'une plateforme de dialogue pour les pays de l'OCDE et 29 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui ne sont pas membres de l'OCDE. C'est un honneur d'être en partenariat avec le Centre de politique d'administration fiscale de l'OCDE pour ces journées. Merci à nos partenaires pour ce partenariat qui joue un rôle clé pour étendre la couverture de l'OCDE. Nous avons maintenant 27 pays qui participent à cette initiative. L'objectif de cette session est de comprendre l'impact de la COVID-19 sur les finances publiques et les systèmes de fiscalité dans les pays en développement et d'apprendre comment les pays y répondent et à quel point la reprise a bien eu lieu dans ces pays. Nous avons observé l'impact et le processus de reprise sont très différents en fonction des pays. L'une des leçons tirées, c'est que la mobilisation des ressources est une priorité plus que jamais. Cette session sera une excellente opportunité pour entendre différents experts. Nous avons des orateurs d'Égypte, de Jamaïque, des Maldives, ainsi que de l'Union africaine et de l'Union européenne. J'espère entendre davantage de pays et d'organisations au cours des sessions. Chers participants, l'initiative sur les statistiques mondiales concernant les recettes nous fournissent des données de qualité. Je suis sûre que c'est un outil utile pour les décideurs politiques à travers le monde parce que ces données nous permettent d'apprendre les uns des autres entre pays. Cette initiative sera donc extrêmement utile à l'heure de mettre au point des politiques et des stratégies pour mobiliser les ressources nationales. Nous serions reconnaissants des pays qui ne participent pas à cette initiative de s'y joindre. Cette participation est gratuite. Et je souhaite conclure en remerciant les bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, qui soutient cette initiative de statistiques mondiale sur les revenus. Sans l'Union européenne, cette initiative ne pourrait pas avoir lieu. Je vous souhaite une session fructueuse et j'ai hâte d'entendre vos discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Setsuko. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Emmanuel Modica, mon collègue, qui va ouvrir les discussions aujourd'hui en nous montrant les résultats de cette initiative
pour 2020-2021, les 2 années qui ont été dominées par la pandémie. Emmanuel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alex. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais aujourd'hui vous parler de l'initiative mondiale sur les statistiques des recettes publiques et vous donner un aperçu rapide sur la mobilisation, en particulier les recettes fiscales et comment celles-ci ont été affectées par la COVID-19. Nous allons également aborder comment ces recettes ont été mobilisées à travers les différentes régions en 2020. Donc ici, les statistiques, eh bien, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des statistiques harmonisées pour 127 économies en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Afrique et au sein de l'OCDE. Les données sont disponibles gratuitement en ligne. L'initiative fournit des données cruciales pour éclairer les réformes politiques et des stratégies pour mobiliser les recettes publiques. C'est également un outil utile pour comparer les pays sur une base strictement comparable, évidemment. L'initiative contribue aux objectifs à travers le monde concernant la mobilisation des recettes nationales. En effet, elle fait partie de l'ODD 17.1 et le programme d'action d'Addis Ababa. Il contribue également à l'ODD 17.18 concernant l'amélioration des capacités statistiques. Donc, il y a 4 publications que vous voyez ici, en partenariat avec les organisations régionales en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine et aux Caraïbes. Nous organisons également des ateliers pratiques pour les pays. Nous avons des discussions sur les politiques fiscales, les recettes et comment fournir des statistiques concernant les recettes qui soient harmonisées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc ici, vous pouvez voir tous les partenaires avec lesquels nous publions ces documents. Donc, ils sont impliqués dans le recueil des données et dans la publication, ainsi que dans la rédaction de chapitres spécifiques sur des domaines politiques en particulier. Je souhaite les remercier pour leur collaboration sans faille. Diapositive suivante. Je vais donc aborder l'impact de la COVID-19 sur les recettes publiques. Sachez que ces statistiques permettent d'avoir 2 indicateurs spécifiques sur la mobilisation des recettes. Donc, la structure de la fiscalité notamment et le ratio fiscalité PIB. C'est là-dessus que je vais me pencher et je vais me concentrer sur la pandémie de COVID-19, notamment 2020 et 2021. Comme nous le savons tous, la COVID-19 a causé une réduction considérable du PIB mondial, mais également du PIB dans toutes les régions. Cette réduction était bien plus conséquente au cours de la COVID-19 qu'au cours de la crise financière de 2008-2009. Nous avons observé une réduction considérable des recettes fiscales en 2020 du fait de la réduction, du déclin de l'économie, des activités économiques, mais également la mise en œuvre de mesures fiscales pour soutenir les entreprises et les foyers. Et parce qu'il y a eu beaucoup plus de dépenses gouvernementales en même temps que des recettes réduites, eh bien, il y a eu une augmentation considérable de la dette. Mais en 2021, une reprise a eu lieu, laquelle était encouragée par une reprise de la consommation et des investissements, une demande externe plus forte, des prix des produits de base en augmentation. Mais cette reprise est inégale à travers les pays et les régions.
Nous avons également observé que les recettes fiscales ont également augmenté du fait de cette économie en croissance, mais mais dans des mesures variées. Les pays payent le prix de la COVID-19 au long terme et ils doivent également être confrontés à de nouveaux défis. Voilà comment ce contexte se reflète sur les recettes fiscales. Vous pouvez voir sur cette diapositive le ratio impôt-PIB en 2019 et en 2021 concernant les économies incluses dans l'initiative sur les statistiques des recettes publiques. Nous avons divisé les pays en 4 régions, avec une moyenne régionale pour 2021. Vous pouvez voir les petits points colorés pour 2021 et en 2019, ce sont les petits triangles gris. Vous pouvez observer qu'il y a une grande disparité de ce ratio taxe-PIB par pays et par région en 2021. Par exemple, si l'on se penche sur les points bleus, l'OCDE, le ratio moyen taxe-PIB est de 34,2, alors que dans chaque pays, ce ratio est au-dessus de 15%. Et nous avons également un petit groupe de pays, de 6 pays, qui enregistrent des ratios au-delà de 34,2. En revanche, si l'on se penche sur la droite de ce graphique en vert, vous pouvez observer ce ratio dans 30 pays africains, lesquels sont, dans la plupart des cas, bien plus bas. La moitié des pays ont des ratios impôt au PIB en deçà de 15%, mais il y a un petit groupe de 4 pays qui ont un ratio relativement élevé. Et en moyenne, ces pays africains ont un ratio de 15,6% en 2021. Au milieu de la diapo, vous pouvez voir les niveaux pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes en rouge. La moyenne est 21,7. Et en Asie-Pacifique, en orange, le ratio est de 19,8% en moyenne. Lorsque l'on compare au niveau de 2019, les recettes ont atteint les niveaux pré-pandémie dans la moitié des pays en 2021. Sur cette diapo, on peut voir des changements en termes de ratio fiscalité par rapport au PIB entre 2020 et 2021. Entre 2019 et 2020, on voit les petits triangles gris. Les recettes ont baissé dans le ratio par rapport au PIB dans plus de 3/4 des pays, Afrique, Amérique latine, Caraïbes, Asie-Pacifique en 2020, contre environ 4 pays sur 10 dans les pays de l'OCDE. En 2021, le ratio a augmenté dans plus de 3/4 des pays de l'OCDE, Amérique latine, Caraïbes et Asie-Pacifique, et uniquement 2/3 des pays africains. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, on peut voir les tendances entre 2000 et 2021 pour le ratio impôt-PIB pour les différentes régions. On peut voir une trajectoire haussière jusqu'à 2021. Et clairement, de 2010 à 2021, cette tendance a été interrompue en 2021 par la pandémie de COVID-19. On voit une baisse significative. Cependant, malgré la crise du COVID-19, le ratio d'impôt contre PIB a augmenté dans plus de 3/4 des pays dans les différentes régions entre 2010 et 2021. En 2020, le déclin sur une année glissante était de 0,9% en Asie-Pacifique à 0,3% en Afrique. En comparaison,
pour l'OCDE, il y a eu une augmentation en 2020. En 2021, le ratio impôt-PIB a connu une reprise à la suite du choc Covid-19 dans toutes les régions en moyenne, à part en Afrique où c'est resté stable par rapport à 2020. Alors sur cette diapo, on voit les changements sur une année glissante en termes de recettes fiscales par rapport au PIB selon le type d'impôt en 2020 et 2021, une fois encore, pour les différentes moyennes régionales. Dans toutes les régions, à l'exception des pays de l'OCDE, ce sont les impôts sur les biens et services dans le ratio PIB impôt en 2020 et également le facteur principal en 2021. Et ce qu'on observe ici, c'est que l'impôt sur la valeur ajoutée a connu une grande fluctuation durant la période de la pandémie, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans la région Asie-Pacifique. Le déclin le plus important en 2020 concernait les recettes dans d'autres impôts à la consommation, les accises notamment, et les douanes à l'import. Concernant les pays de l'OCDE, c'est différent. Les recettes sur l'impôt sur le revenu et les contributions à la sécurité sociale ont été plus dynamiques dans les pays de l'OCDE. On peut voir que l'impôt sur le revenu des individus et les contributions à la sécurité sociale étaient le facteur principal pour l'augmentation en 2020, alors que en 2021, c'était l'impôt sur les sociétés, le facteur principal de l'augmentation des recettes par rapport au PIB dans les pays de l'OCDE. Merci pour votre attention et je vais maintenant me tourner, où nous allons passer à nos discussions de panel et pour cela, je repasse la parole à Alex. Merci beaucoup. Très intéressant de voir les données qui nous viennent de la base de données. Et nous allons maintenant parler de l'expérience des pays et des partenaires régionaux durant la pandémie. Pour cela, je suis ravi de me tourner, ou passer à notre discussion de panel sur la reprise et l'impact de la pandémie sur les recettes. J'ai le plaisir de vous présenter quatre panélistes auxquels je vais poser une question chacun. Nos panélistes du jour sont le docteur Patrick Olomo, directeur des politiques économiques et du développement durable à la Commission de l'Union africaine, mademoiselle Mariam Al-Salissam, analyste fiscale au ministère des Finances des Maldives, mademoiselle Andrea Gregori, ancienne directrice de la planification au Bureau de la révision et de l'administration fiscale en Jamaïque, et Nariman Zaran, économiste et au département de la macrofiscalité au ministère des Finances en Égypte. Je vais commencer avec le premier panéliste, notamment concernant la base de données des statistiques en Afrique. Quels sont selon vous les défis principaux auxquels ont été confrontés les pays du continent à la suite de la pandémie et que peuvent faire les pays africains pour surmonter ces difficultés? Merci beaucoup, Alexander. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, d'avoir invité la Commission de l'Union africaine à participer à ces discussions. Selon moi, les journées sur la fiscalité et le développement s'attaquent à des sujets auxquels nous sommes confrontés au quotidien et je souhaiterais remercier Emmanuel pour cette excellente présentation qui a bien montré les défis auxquels nous faisons face actuellement. Comme vous le savez probablement, Alexander, nous faisons face à une situation extrêmement difficile depuis 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19 et nous faisons également face aux impacts des tensions géopolitiques au niveau mondial et plus précisément aux sujets liés également au changement climatique qui sont une menace significative pour notre continent et affaiblissent notre capacité à mener des processus pour une croissance inclusive et un développement durable. Concernant la question que vous venez de me poser, et en prenant en compte
les dynamiques du continent et le fait que nous nous trouvons dans une situation très difficile à l'heure actuelle, les défis financiers principaux auxquels nous faisons face sont tout d'abord liés à notre incapacité à récupérer plus de ressources et de recettes au niveau national, puisque c'est au centre de tous les processus partout dans le monde. Et si on regarde l'accord de Monterrey et l'agenda de l'action d'Addis Ababa, eh bien, on peut voir qu'au niveau mondial, la question du développement devrait être au centre de la mobilisation des recettes au niveau national. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi concerne l'accès limité des pays africains aux capitaux. Et lorsqu'on parle de capitaux, eh bien, on fait face à des problèmes liés au système de notation mondiale, puisque cela est lié à l'accès à des capitaux à bas coût, qui est crucial pour une croissance inclusive et le développement durable. Parce que lorsqu'on regarde les chiffres actuels, on voit que nous sommes le continent qui a le moins d'accès aux capitaux. Le troisième défi, et à la suite de ces défis dont je viens de parler, eh bien, c'est l'augmentation du niveau d'endettement de nos pays. Lorsqu'on regarde le niveau d'endettement aujourd'hui, notre niveau de débit est évalué à 65%. Emmanuel nous l'a rappelé, notre capacité à lever l'impôt est estimée à 15% du PIB. Et si on compare cela avec d'autres régions du monde, et Emmanuel l'a dit clairement, notre niveau de mobilisation au niveau national est bien en dessous de cette fourchette. Et donc, nous devons travailler là-dessus et nous attaquer à ces sujets. Pour répondre à la deuxième partie de la question, qui concernait les politiques nécessaires afin de s'attaquer à ces défis, c'est très simple. Nous devons nous assurer que nous sommes en mesure de créer des systèmes administratifs en matière de fiscalité afin de renforcer nos capacités en matière de mobilisation des ressources au niveau domestique. Cela signifie que nous devons nous concentrer sur des réformes afin de renforcer les capacités de nos administrations fiscales pour qu'elles aient les bons instruments afin de faire face aux nouvelles évolutions du système fiscal international. Et sur ce sujet, là, je m'exprime sur les politiques nationales et continentales qu'il faut mettre en œuvre afin d'accélérer sur nos capacités en matière de mobilisation des ressources. Et le travail que nous faisons déjà au niveau de la Commission de l'Union africaine compte sur des partenaires tels que le Forum de l'administration fiscale africaine et d'autres instances panafricaines permettent de travailler au renforcement de nos systèmes de fiscalité afin de récupérer plus de recettes. Et au niveau international, et d'ailleurs je souhaiterais faire le lien avec les dernières évolutions au niveau de l'ONU pour un système d'imposition juste et transparent, eh bien nous pensons vraiment qu'il est nécessaire que nous insistions sur la nécessité d'une réforme approfondie du système fiscal international. Et j'ai beaucoup apprécié la première présentation qui a parlé de la fiscalité carbone et lorsque vous avez dit notamment qu'il était nécessaire de renforcer les capacités et d'agir au niveau mondial pour nous assurer que les pays en développement puissent tirer avantage des immenses ressources disponibles dans le marché du carbone. Je vais prendre un exemple. À l'heure actuelle, et en Afrique, et grâce au travail que nous faisons, nous avons pu augmenter
notre stock de carbone à 30 milliards kilotonnes entre 2011 et 2020. Comparé à d'autres régions, on peut voir que ce stock a baissé environ 11 millions de kilotonnes. Et donc, on peut voir que l'Afrique a le potentiel de prélever de l'impôt sur ces nouvelles taxes carbone. Cependant, malheureusement, lorsqu'on regarde les ressources des pays qui reçoivent, eh bien, on peut voir que nous recevons très peu des ressources qui peuvent être mobilisées. Donc, il est nécessaire que nous nous penchions sur les réformes structurelles du système d'imposition mondiale pour nous assurer qu'au niveau de l'ONU, nous puissions nous attaquer aux problèmes auxquels font face les pays africains et les pays du Sud. Il y a notamment les flux financiers licites. Cela représente environ 90 milliards de dollars par an. C'est l'équivalent de l'aide au développement et notamment ce qui s'est fait en 2020 lorsque ces ressources ont été complétées. Et donc, on peut également inclure les 220 milliards de dollars qui sont perçus en matière d'incitation fiscale. On voit donc qu'en combinant ces deux chiffres, on voit que la réforme du système de fiscalité internationale et faire en sorte qu'il fonctionne pour un vrai développement, puisque comme vous l'avez dit, si nous sommes ici, c'est pour les journées de l'OECD OCDE sur l'imposition et le développement. Et donc, nous devons avoir cette réflexion ensemble et voir les différentes options disponibles pour nous assurer que nous créons bien un système de fiscalité internationale qui permette de s'attaquer aux problèmes auxquels font face les pays africains et aux pays du Sud plus généralement. Voilà donc notre proposition de réponse à votre question. Je m'arrêterai sur ce point et je vais vous redonner la parole et je reste disponible si vous avez besoin de précision. Merci. Merci beaucoup, Patrick. C'est remarquable. Et maintenant, j'aimerais poser une question à Massa Disham, notre point focal. Le ratio fiscalité-PIB a baissé à la suite de la pandémie. Bon, quels progrès ont eu lieu après la pandémie et quelles mesures ont été mises en œuvre pour soutenir cette reprise? Merci, Alexander. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier pour cette opportunité. C'est un vrai honneur d'être là aujourd'hui. En quoi ces progrès ont été impactés par la pandémie de COVID-19? Depuis la crise financière mondiale et jusqu'à 2018, on observait une croissance continue des recettes fiscales jusqu'au début de la pandémie de COVID-19. Après la crise, c'est à ce moment-là que la plupart des assiettes de base ont été mises en œuvre, notamment avec des politiques majeures et le régime des bénéfices des entreprises. Par la suite, cela a été remplacé par le régime de l'impôt sur le revenu, à savoir l'imposition avec d'autres changements. Cela a contribué à une croissance rapide des recettes année après année et également du ratio impôt-PIB. Je pense que nous savons tous que notre économie repose beaucoup sur le tourisme. Et avec le début de la pandémie de COVID-19, la mise en pause des activités touristiques ont mené à un déclin des recettes de 34% en 2020 par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un déclin bien plus rapide par rapport à 2009, lorsque la crise financière mondiale a eu lieu. Et même le PIB a baissé de 35% en 2020. Et concernant le ratio impôt-PIB en 2020, ce n'est peut-être pas la meilleure manière
de comparer les progrès que nous avons faits depuis le GFC. L'accès aux vaccins, les restrictions de voyage et les mesures prises à ce moment-là ont permis de revenir au même niveau pré-Covid en matière de tourisme. Même chose pour les recettes et le ratio impôt-PIB en 2022. Concernant les politiques, nous nous concentrons principalement, nous sommes concentrés sur la reprise du secteur touristique, puisque notre économie se repose beaucoup sur le secteur touristique. Il contribue aux recettes de manière significative et donc nous avons lancé une action de lutte contre le terrorisme, ce qui a permis de remonter les chiffres du tourisme. Nous avons également souhaité réduire la charge fiscale sur les contribuables et la plupart des services de l'autorité fiscale sont passés en ligne, notamment la déclaration et le paiement des impôts. Nous avons étendu les dates limites de déposition également. De plus, nous avons mis en pause la mise en œuvre de mesures prévues par l'autorité fiscale. Elles ont repris en 2023. Et comme cela a été dit plus tôt, les GST et GRT ont été des mesures sur le secteur touristique et il y a eu un déclin qui a suivi celui du secteur touristique. Peu d'interventions ont été nécessaires dans ce domaine, mais concernant les recettes non fiscales, notamment sur le tourisme en 2020, eh bien, nous avons repoussé ce paiement à 2021. Le but était que les resorts ne soient pas trop impactés, puisqu'ils rencontraient de grandes difficultés dans la gestion de leur trésorerie durant cette période, puisque le tourisme a été totalement mis en pause pendant plusieurs mois. De plus, nous avons également repoussé les dates limites de paiement et également pour le paiement des amendes et des concessions. De plus, ces dernières années, nous avons identifié l'importance de mettre en place des politiques fiscales durables pour le plus moyen et long terme. À l'heure actuelle, nous travaillons sur l'établissement d'une stratégie fiscale moyen et long terme. Nous avons déjà une ébauche de projet. Nous sommes en train de finaliser tout cela. Il s'agira d'une feuille de route qui nous aidera en matière de politique de recettes publiques. De plus, nous avons essayé de nous assurer d'avoir une approche commune dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques de recettes publiques afin de garantir la durabilité fiscale. Nous avons notamment augmenté les taux de fiscalité sur les biens et services en janvier 2023. Voilà tout pour moi, pour le moment. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je vais maintenant passer la parole à André Gregory, qui nous rejoint depuis la Jamaïque jusqu'à la peu. C'était notre point focal. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, Andrea. Je ne sais pas si on vous voit déjà, Andrea, mais j'espère qu'on pourra voir votre visage apparaître lorsque vous commencerez à répondre. La Jamaïque a un des ratios impôts-PIB les plus élevés dans la région. Quels ont été les défis majeurs liés à la crise du Covid et comment avez-vous fait en sorte que le pays soit plus résilient face à des chocs futurs? Chers collègues, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation dans ce panel. Avant de parler directement des défis, je voudrais vous dire une chose. La Jamaïque est un pays à revenus moyen bas, PIB 6 000 $ environ en 2022. L'économie jamaïcaine continue à faire des progrès après 3 ans de reprise rapide post-pandémie. Même si l'économie
de la Jamaïque est principalement basée sur le commerce et les services. La fiscalité jamaïcaine lève plus d'impôts au niveau national. L'objectif est de maintenir la confiance dans le système fiscal. Et donc, je voulais vous donner ces informations de contexte. En mars 2020, la Jamaïque a enregistré son premier cas de Covid. Et à la suite de cela, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agirait d'un choc économique majeur. Cela est dû au fait qu'environ 50% des revenus du pays venaient du secteur touristique. Et il y a également un rôle important des transferts de fonds depuis des personnes basées en dehors du pays. Et donc, nous savions que nous allions avoir un impact très négatif. Le déclin de ces revenus représentait à l'époque environ 18% et le PIB devait également décliner. Et donc, la perspective économique était très mauvaise. Ceci ayant été dit, nous avons eu des protocoles COVID très stricts qui ont été mis en œuvre. Et le défi principal pour la Jamaïque résidait dans notre capacité à passer vers des plateformes virtuelles en ligne et des services en ligne. Il fallait également que l'on soit en mesure de maintenir une présence fiscale afin de poursuivre un engagement actif avec les contributeurs. Et il fallait que nous soyons perçus comme pertinents. Nous ne pouvions pas disparaître d'un coup. Voilà donc pour les défis principaux, les deux défis principaux que nous avons connus. En matière de résilience, concernant les recettes fiscales, pour qu'elles continuent à être prélevées, il fallait que le pays soit solide, s'adapte tout en suivant les protocoles du gouvernement. Il a donc été nécessaire de développer et mettre en œuvre de nouveaux processus au niveau de l'administration fiscale en tirant avantage de la numérisation, excusez-moi, et les services en ligne ont été un des sujets principaux pour la plupart de nos activités. Nous nous sommes concentrés sur les services en ligne puisqu'à cause des mesures de confinement, il n'y avait plus de rendez-vous en présentiel. Et donc, cela a présenté deux défis majeurs, notamment l'offre de services en ligne. Il fallait également modifier le comportement des contribuables et les former à utiliser ces services en ligne. Voici certains des défis auxquels nous avons été confrontés. Mais concernant maintenant les avantages pour l'administration fiscale, eh bien, nos clients professionnels faisaient déjà leurs déclarations en ligne. Ils ont donc pu déjà utiliser les services en ligne puisque nous étions dans un processus de transformation numérique. Durant cette période, nous avons été en mesure de promouvoir les options de paiement en ligne en faisant un mélange de communication traditionnelle et sur les réseaux sociaux. Nous avons lancé un processus de planification stratégique. Nous avions déjà des processus en place nous permettant de faire cette transition de manière plus fluide, avec moins de confusion pour les équipes. Nous avons pu lancer une hotline et établir une cartographie de ces changements. De plus, en plus de ces services en ligne, nous avons accéléré certaines des activités qui étaient prévues dans le plan stratégique que nous aurions mises en œuvre plus tard. Cela nous a permis notamment de passer à des horaires plus flexibles ou à des méthodes de travail plus flexibles puisque nous avions déjà développé un projet et donc cela nous a facilité cette transition durant les confinements, notamment pour le travail depuis
le domicile. Les rendez-vous avec les contribuables ont été suspendus et les réunions ont eu lieu au téléphone, par email et à travers également des solutions sur le net. Nous avons amélioré certaines de nos solutions en ligne. Nous avons créé des tutoriaux en partenariat avec le système de télévision et radio public. Cela a été fait sur notre chaîne YouTube, mais également avec la chaîne de télé nationale. Nous avons créé des séries pour fournir des informations. Cela a été fait via des radios, des stations de radio. L'administration fiscale a également été en mesure d'organiser son premier webinaire où les comptables, les petites entreprises et les contribuables étaient ciblés. Nous avons organisé également une série de services en ligne, notamment pour payer les amendes, pour les timbres fiscaux, pour le permis de conduire. Et donc, cela a été organisé en ligne. Grâce à tout cela, nous avons pu maintenir notre présence. On ne nous a pas oubliés. Les gens se sont souvenus que les impôts, ça restait quelque chose d'important. De plus, ce qui nous a également aidé, c'est qu'il y a quelque temps, nous avions un régime d'incitation qui avait été introduit. L'objectif était de faire des incitations au secteur touristique, mais cela a été élargi. Les petites entreprises, notamment, ont également fait partie de ce système d'incitation. Cela nous a permis d'avoir davantage de résilience en termes d'économie et en ce qui concerne la fiscalité. Nous avons continué de nous améliorer, ce qui a donné lieu à une croissance économique. En 2023, les recettes ont atteint 23% comparé aux années précédentes. Nous avons des performances positives, lesquelles peuvent être attribuées à l'amélioration continue des autorités, à notre programme de conformité pour les contribuables. Nous avons mis en œuvre aussi une initiative pour la gestion des contribuables. Et par ailleurs, au cours de cette période, nous avons pu mener une évaluation ciblée en 2021 pour évaluer nos progrès comparé à notre étude précédente. Les résultats étaient positifs. Et donc, nous étions satisfaits des résultats au cours de la période Covid. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Merci beaucoup, Andrea. C'est une excellente réponse. Nous allons maintenant passer à Nahan Salem, notre orateur de l'Égypte. La Covid-19 a été l'un des nombreux chocs à l'économie égyptienne récemment. Que pouvez-vous nous dire sur l'administration fiscale? Qu'a-t-elle mis en œuvre depuis 2020? Je suis sûre que les recettes ont repris et la mobilisation des ressources continue. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre votre réponse. Merci beaucoup pour cette question. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir de participer à cette session. Je souhaite commencer en disant que l'Égypte a conscience de l'importance des recettes nationales et de créer une administration fiscale est particulièrement robuste et particulièrement importante, en particulier au vu des chocs que nous avons subis depuis 2019. Donc, nous avons travaillé sans relâche à la mise en œuvre de nouvelles stratégies dont l'objectif est d'augmenter le ratio fiscalité PIB. Pour augmenter ce ratio de 2% en 4 ans, nous avons l'intention d'atteindre cela en mettant en œuvre les politiques fiscales ainsi que des mesures de la part de l'administration fiscale. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette politique fiscale et des mesures que l'Égypte a adoptées récemment pour mobiliser ses ressources nationales. Tout d'abord, les mesures administratives en Égypte jouent un rôle clé
notamment concernant les politiques fiscales. C'est évident. En effet, les meilleures mesures ne servent à rien si nous ne les mettons pas bien en œuvre et nous ne les suivons pas bien. Ainsi, nous avons mis en œuvre un système de facture en ligne en 2020, dont l'objectif est d'avoir une infrastructure numérique robuste pour éviter l'évasion fiscale, pour éviter les tensions entre les contribuables et l'administration, pour éviter la corruption notamment entre contribuables et agents de l'administration fiscale. Nous souhaitons également couvrir l'économie informelle. Il y a une autre politique sur laquelle nous travaillons à l'heure actuelle pour étendre encore notre base fiscale, c'est d'éviter toutes les exemptions malgré leur popularité pour les investissements et dans les pays en développement. En général, elles compliquent le système fiscal et facilitent l'évasion. Nous travaillons pour arrêter ces exemptions fiscales, pour mobiliser les recettes nationales, mais aussi pour avoir un système égalitaire pour le secteur privé, pour attirer des investissements, mais en fournissant un environnement commercial plus compétitif et en permettant plus de flexibilité pour que les entreprises investissent en Égypte. Enfin, les autorités ont été très proactives pour répondre aux défis fiscaux dans notre économie. Au vu de cela, récemment, les autorités fiscales ont publié les lignes directrices pour la TVA pour les services à distance fournis par des non-ressortissants égyptiens. Il y a des obligations pour ces non-ressortissants qui fournissent des services numériques ou à distance en Égypte par le biais de différentes plateformes comme des applications, des magasins en ligne, des réseaux sociaux ou des sites Internet. Il s'agit de s'assurer qu'il y a une égalité, une équité dans la fourniture de services. Et nous souhaitons également élargir la base fiscale et lutter contre l'économie informelle. Pour conclure, c'est le premier objectif de toutes les mesures que j'ai mentionnées précédemment, que ce soit par le biais de mesures politiques ou administratives. Notre objectif en tant que ministère des Finances est d'avoir une base fiscale juste pour les contribuables et notre économie. Je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions. Je vais passer la parole à Monsieur Getty qui va nous parler de la division du budget de l'Union européenne et va nous dire quelques mots sur cette question. Merci. Je vous passe la parole à Maria. Merci Alexandre et merci à nos orateurs pour cette excellente session. Merci de m'avoir conviée. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces interventions très intéressantes au niveau continental et national concernant les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ainsi que vos réussites. Je souhaite vous dire ce que nous faisons au sein de l'Union européenne concernant le soutien à la mobilisation des ressources nationales pour nos pays partenaires. C'est un aspect clé de notre programme, en particulier dans le contexte de la reprise après la COVID-19. Nous avons des partenariats internationaux, régionaux, mais aussi bilatéraux avec plus de 60 pays à l'heure actuelle et nous fournissons une assistance technique, mais aussi des opérations de soutien au budget. Donc, il s'agit d'une modalité de mise en œuvre. Nous avons une approche propre à l'Union européenne, laquelle est également accompagnée de la déclaration 2025 sur l'initiative fiscale et nous avons également le programme d'action d'Addis Abeba. Donc, nous l'internalisons. Il a été soutenu par l'Union et il souligne vraiment l'importance d'un système juste de taxation. Nous avons 4 partenariats de long terme multilatéraux et notamment avec l'OCDE. J'ai choisi d'aborder nos relations avec l'OCDE au niveau mondial et aussi au niveau régional. Au niveau mondial, nous répondons
à l'érosion de la base fiscale et à, en fait, l'évasion fiscale avec le plan d'action BEPS du G20 et de l'OCDE, mais nous finançons également le Forum mondial sur la transparence et l'information et le partage de renseignements concernant la fiscalité. C'est au niveau national, tant qu'au niveau international, que nous souhaitons lutter contre l'évasion fiscale. Au niveau régional, je souhaite également vous parler de l'Afrique parce que nous fournissons une enveloppe régionale et je me réjouis de réitérer notre soutien au partenariat avec l'OCDE. Et dans le contexte de notre coopération renforcée UE-OCDE, c'est très important. Quelques jalons et quelques documents importants que je souhaite mentionner, la stratégie UE-Afrique 2022, le programme de travail pour l'Afrique 2022-2026 et le mémorandum d'entente signé entre les deux organisations pour fournir ce programme de travail. Nous sommes également très enthousiastes au vu de la mise en œuvre d'un dialogue stratégique entre la Commission de l'UE et l'OCDE avec un point spécifique concernant le partenariat avec l'Afrique. L'engagement de l'UE pour soutenir l'Afrique fait partie de notre engagement plus global avec l'Union africaine et aussi dans le cadre du paquet de soutien Afrique. Et nous avons également réitéré notre engagement au sommet en 2022. Je me réjouis d'annoncer que nous lançons une nouvelle initiative Afrique-Europe avec 4 États membres, la Commission européenne, la France, la Finlande, la Suède et l'Allemagne. Cette initiative répond à la question des flux internationaux. Elle doit être lancée aujourd'hui et l'enveloppe est de plus de 400 millions d'euros. Donc, elle se penchera sur tous les aspects du financement. Nous nous réjouissons du soutien de nos partenaires. Mais concernant les statistiques sur les recettes, parce que c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, nous n'avons de cesse d'entendre que des données de haute qualité et fiables sont cruciales et c'est vrai. C'est vrai dans tous les domaines de coopération. L'Union européenne est fière de soutenir cette initiative sur la fiscalité. Ces statistiques nous donnent des informations cruciales sur les systèmes de fiscalité, les systèmes de collecte de l'impôt et ils nous permettent de soutenir des initiatives pour améliorer les recettes des pays partenaires. Elles contribuent au contrôle des engagements, c'est le cas pour tous nos projets, mais aussi dans le cadre d'engagements conjoints et notamment pour la déclaration 2025. Donc, nos partenaires développés et en développement utilisent ces statistiques pour identifier les points d'amélioration, pour comparer leur système de recettes fiscales en utilisant des données comparables, évaluer leur politique fiscale et également faire des projections. C'est absolument crucial. Pour conclure, notre soutien à ces statistiques de recettes font partie de notre engagement pour encourager le développement et améliorer l'efficacité de nos efforts concernant la fiscalité. Merci beaucoup.